Je m'appelle Daniel Atwood. J'ai 32 ans. Dimanche dernier, ma belle-mère a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table du dîner, a regardé mon mari et a dit « Je pense que tu dois voir ça ». Elle avait secrètement fait faire un test ADN à notre fille de 3 ans. Elle s'attendait à ce que les résultats détruisent mon mariage. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ces mêmes résultats la détruiraient, elle. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Ni mon mari, ni sa sœur, ni même son père. J'avais appris l'existence de ce test 2 semaines avant ce dîner. Et ce que j'ai fait pendant ces 2 semaines a tout changé. Avant de vous ramener au début, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Dites-moi dans les commentaires, d'où me regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il? J'adore lire ça. Maintenant, laissez-moi vous ramener 7 ans en arrière, au jour où j'ai rencontré Patricia Atwood pour la première fois. J'avais 25 ans. Marc et moi sortions ensemble depuis 4 mois. Il m'a amené chez ses parents un samedi d'octobre, et sa mère a ouvert la porte comme si elle recevait une déposition. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle m'a serré la main. Poignée ferme, yeux déjà scrutateurs. Les 30 premières minutes se sont bien passées. Rôti de bœuf, petite conversation, Warren racontant une histoire sur la réfection du câblage de leur garage. Assez normal. Mais ensuite, Patricia a orienté la conversation, comme elle orientait tout, discrètement, avec détermination. « Alors Daniel, où as-tu grandi ?» Je lui ai répondu. « Bridgeport, un petit appartement. Ma mère était infirmière en pédiatrie. »« Et ton père ?» J'ai posé ma fourchette. « Il est parti quand j'avais 6 ans. » Patricia a hoché la tête lentement. Elle a touché sa boucle d'oreille en perles. Ce petit geste étudié que je verrai 1 millier de fois au cours des 7 années suivantes. Elle l'a fait tourner une fois entre son pouce et son index, puis a souri. Ça a dû être difficile. Elle l'a dit comme les gens disent, intéressant, quand ils veulent dire, bien noté. Plus tard dans la voiture, Marc a dit, elle t'a bien aimé. J'ai dit, vraiment? Il a ri. Pas moi. Ce que j'ai remarqué ce soir-là, et que j'ai classé sans encore le comprendre, c'était à quel point Patricia avait besoin de savoir d'où venaient les choses. Pas seulement moi, tout. Elle a interrogé Marc sur le vin, où il avait été fait, qui l'avait recommandé. Elle a inspecté l'étiquette avant de servir. C'était une femme qui traquait les origines. Je ne savais pas alors que cette qualité se retournerait un jour contre ma fille, mais je me souviens avoir pensé, c'est quelqu'un qui tient les comptes. Marc et moi nous sommes mariés en juin suivant. Petite cérémonie, 40 invités, un lieu en plein air près de la côte du Connecticut. Ma mère est venue d'Arizona en avion. Patricia portait du crème, ce que ma demoiselle d'honneur a qualifié de démonstration de force. Je m'en fichais. J'épousais un homme bon. La première année a été calme, comme le sont souvent les nouveaux mariages. Nous avons loué une maison à Milford, à 40 minutes de Patricia et Warren. Assez près pour les vacances. Assez loin pour respirer. Sauf que Patricia ne croyait pas à l'espace pour respirer. Elle débarquait à l'improviste. Les mardis surtout, parfois les jeudis, elle entrait par la porte de côté. Nous lui avions donné une clé pour les urgences, et elle réorganisait tout ce qui était à sa portée. Le casier à épices, le placard à manteau. Une fois, elle a réorganisé mon armoire à linge et a laissé un mot, les serviettes par couleur, plus facile à trouver. Je l'ai remercié. Marc a dit que c'était juste sa façon d'être. Courtney, la sœur cadette de Marc, nous rendait visite le week-end. Elle avait 24 ans à l'époque, vivait encore avec Patricia, tournant toujours en orbite autour de sa mère comme un satellite sans trajectoire propre. Chaque visite se terminait de la même manière. Courtney partait et, le soir même, Patricia appelait Marc avec des commentaires sur notre maison, nos repas, nos projets. Je n'ai rien dit. J'étais nouvelle dans la famille. J'apprenais encore les règles. Un soir de Thanksgiving, Patricia a levé son verre. À Marc, a-t-elle dit. Elle a regardé autour de la table. Warren, Courtney, tante Margot, oncle Denny. Puis ses yeux se sont posés sur moi, pendant exactement 1 seconde. Marc aurait pu avoir n'importe qui. N'importe qui. La table a ri. J'ai souri. Quelque part dans ma poitrine, un petit instrument de précision a fait sa première mesure. Lily est née un mercredi de mars, 2 ans après notre mariage.
3,3 kilos. Elle est sortie en hurlant, ce que l'infirmière a dit être un bon signe. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs. Patricia l'a tenue dans la chambre d'hôpital et a dit, elle ressemble exactement à Marc quand il était bébé. Il y avait de la chaleur dans sa voix. Une vraie chaleur. Pendant un instant, j'ai pensé, peut-être que c'est ce qui va nous rapprocher. Cet instant a duré environ 6 mois. À 6 mois, les cheveux de Lily ont commencé à changer. Pas d'un seul coup. Mèche par mèche, comme l'arrivée de l'automne. Le brun foncé s'est éclairci en auburn. L'auburn s'est illuminé en cuivre. Et pour son premier anniversaire, ma fille avait une tête pleine de boucles rousses fraises qui attrapaient la lumière comme de petits feux. Je trouvais ça magnifique. Ma mère avait les mêmes cheveux. Sa grand-mère avant elle. La génétique n'était pas un mystère pour moi. Mais Patricia ne voyait pas la génétique. Elle voyait un problème. Intéressant, a-t-elle dit à la fête du premier anniversaire de Lily, en tenant une boucle entre ses doigts comme on tient une pièce à conviction. Des cheveux roux, elle a regardé Marc, m'a regardé, puis a de nouveau regardé Marc. D'où ça vient? J'ai expliqué. Gène récessif, ma lignée maternelle. Ça saute parfois des générations. Patricia a souri du sourire de la boucle d'oreille en perles. HM intéressant, parce que les cheveux roux ne sont pas dans la famille Atwood. Elle l'a dit légèrement. De la façon dont on mentionne une fissure dans une fondation. Pas alarmant, juste factuel, juste quelque chose qui devrait probablement être examiné. Personne à la fête n'a réagi, mais je l'ai entendu et j'ai su, avec la certitude de quelqu'un qui lit le langage corporel pour gagner sa vie, qu'elle y pensait depuis un certain temps. Au cours de l'année suivante, les choses ont changé. Ce n'était pas dramatique. Rien de ce que faisait Patricia n'était jamais dramatique au début. Elle était méthodique. Elle semait des graines comme on sale une route avant une tempête. De fines couches délibérées que vous ne sentez pas jusqu'à ce que vous perdiez pied. Les commentaires sur les cheveux de Lily sont devenus une routine. Pas à chaque visite, mais assez souvent. Elle a un look tellement unique. Personne de notre côté n'a cette couleur. Est-ce que votre famille a des origines irlandaises? Peut-être que ça explique tout. J'ai commencé à tenir le compte. 14 commentaires en 6 mois. J'ai écrit les dates dans un petit carnet que je gardais dans le tiroir de ma table de chevet. Habitude professionnelle. Dans mon travail d'ergothérapeute, je documentais tout. Les schémas comportementaux, les étapes motrices, les déclencheurs sensoriels. La documentation était ma façon de donner un sens au monde. Courtney amplifiait la campagne depuis son propre canal. Elle a posté une photo de Lily sur Instagram. Boucle rousse, barboteuse verte, debout dans le jardin de Patricia avec la légende, elle a un look tellement unique. Je me demande d'où ça lui vient. Emoji souriant. 1400 j'aime. J'ai montré à Marc. Il a haussé les épaules. Court, c'est court, quoi. La famille élargie a commencé à me regarder différemment. Le frère de Warren, Denny, a évité mon regard lors d'un barbecue. La cousine Ellie, qui avait toujours été chaleureuse, a arrêté de m'envoyer des textos. Et tante Margot, la sœur aînée de Patricia, a commencé à m'observer de la façon dont on observe quelqu'un qu'on attend de prendre en faute. Rien de tout cela n'était dit à voix haute. C'était là tout l'intérêt. Patricia ne construisait pas un dossier avec des mots. Elle en construisait un avec le silence. Le genre de silence qui remplit une pièce de suspicion comme la fumée remplit une maison avant que quiconque ne voie le feu. Je le sentais. Je ne pouvais simplement pas encore le prouver. L'incident du gobelet est arrivé un mardi d'avril. Marc avait une réunion de chantier à 2 heures au nord. J'avais un service tardif à l'hôpital. Un enfant de 7 ans avec une lésion de la moelle épinière avait besoin de temps de séances supplémentaires, et je ne pouvais pas dire non. Patricia a proposé de garder Lily. J'ai déposé Lily à 10 heures du matin, j'ai préparé son sac, des collations, des couches, son éléphant en peluche préféré, et le gobelet vert qu'elle utilisait depuis ses 18 mois. Quand j'ai récupéré Lily à 18 heures, le gobelet avait disparu. Oh, ce vieux truc, a dit Patricia. Je l'ai jeté. Il avait l'air usé. Il n'était pas usé. Je l'avais acheté 3 semaines plus tôt. Je n'ai pas insisté. Je l'ai remercié, j'ai installé Lily dans le siège auto, je suis rentré à la maison,
mais autre chose a attiré mon attention cet après-midi-là. En traversant la cuisine de Patricia pour prendre la veste de Lily sur le comptoir, j'ai vu un petit sac Ziploc sur la table. Le genre que vous utilisez pour conserver des collations, ou des preuves. Patricia a agi rapidement. Elle l'a ramassé et l'a rangé dans un tiroir avant que je puisse lire l'étiquette. Je fais juste du rangement, a-t-elle dit. Et sur son bureau dans le couloir, partiellement visible derrière une pile de courrier, j'ai vu une enveloppe Kraft, épaisse, scellée, avec une adresse de retour que je n'arrivais pas à bien distinguer. Je n'ai rien relié cette nuit-là. Le gobelet, le sac Ziploc, l'enveloppe, c'étaient des pièces de puzzle sans image. Je suis rentré, j'ai donné le bain à Lily, je lui ai lu une histoire, et je me suis endormi. Mais mon cerveau, la partie de moi entraînée à remarquer les schémas chez les enfants qui ne pouvaient pas me dire ce qui n'allait pas, cette partie de moi travaillait déjà. Au travail, j'étais quelqu'un d'autre, pas une personne différente, une version plus complète de la même. Dans le monde de Patricia, j'étais silencieuse, prudente, toujours en train de m'ajuster. À l'hôpital, j'étais calme parce que je le choisissais. Il y a une différence. Mes patients ce printemps-là incluaient un garçon de 4 ans nommé Eden, qui était né avec une infirmité motrice cérébrale. Sa main gauche se recroquevillait vers l'intérieur, sa main droite surcompensait. L'amener à tenir un crayon était un projet qui se mesurait en millimètres et en mois. Je m'asseyais avec lui 3 fois par semaine, guidant ses doigts, ajustant la prise, attendant. Certaines séances, il pleurait, certaines séances, il riait. La plupart des séances, il fixait simplement le crayon comme si c'était une montagne qu'il n'était pas sûr de pouvoir gravir. Un jeudi, il a dessiné un cercle, de travers, tremblant, à peine fermé, mais un cercle. Sa mère a pleuré dans le couloir. J'ai pleuré dans le placard à fourniture après mon service. Ma superviseure, Dr Riva, m'a prise à part la semaine suivante. Daniel, tu es la personne la plus calme en situation de crise que j'ai jamais rencontrée. Je gagnais 72 000 € par an. Pas riche, pas en difficulté. Assez pour couvrir mes prêts étudiants, contribuer au fonds d'études de Lily, et payer le dîner occasionnel que Marc et moi parvenions encore à avoir seuls. Je mentionne cela parce que plus tard, quand Patricia a essayé de me présenter comme quelqu'un qui avait épousé Marc pour l'argent ou la sécurité, il était important que j'aie construit ma propre vie avant qu'il n'y entre. J'ai payé mes études supérieures. J'ai obtenu ma licence. J'ai choisi ce travail parce que tenir la main d'un enfant pendant qu'il apprend à faire quelque chose qu'on lui a dit qu'il ne pourrait pas faire est la chose la plus proche que je connaisse de la prière. Patricia ne m'a jamais interrogé sur mon travail. Pas une seule fois en 7 ans. Pâques a été la première fois que Patricia l'a dit devant tout le monde. Nous étions chez elle. Table comble. Warren, Courtney, Margot, Denny, Ellie. Lily venait de courir dans la salle à manger dans sa robe jaune, ses boucles rousses rebondissant, et Ellie a dit « Oh mon Dieu, elle est adorable ». Patricia a posé son verre de vin. Elle ne ressemble vraiment à aucun Atwood que j'ai jamais vu. Elle a fait une pause. A laissé le silence faire son travail. Pas un seul. Courtney, pile au bon moment. Maman a raison. J'ai regardé de vieilles photos de famille. Pas de roue. J'ai senti la table se retourner. Pas de façon spectaculaire. Personne n'a halté, mais l'air a changé comme l'air change avant le temps. Warren s'est raclé la gorge. Margot a étudié ses asperges. J'ai regardé Marc. Il regardait son assiette. Il n'a rien dit. Le dîner a continué. Lily a mangé sa purée de pommes de terre. Patricia a servi le dessert. Courtney a complimenté la tarte. La blessure a été infligée et recouverte dans le même souffle. Dans la voiture sur le chemin du retour. J'ai dit, si ta mère dit ça encore une fois devant ta famille, je répondrai. Les jointures de Marc ont blanchi sur le volant. Elle ne le fera pas. Je vais lui parler. Quand? Bientôt. C'est ce que tu as dit après Thanksgiving. Il n'a pas répondu. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Lily dormait à l'arrière, ses boucles rousses pressées contre le tissu du siège auto. Il ne lui a jamais parlé. Je savais qu'il ne le ferait pas. Marc évitait les conflits comme certaines personnes évitent les autoroutes, non pas parce qu'elles avaient peur, mais parce qu'elles avaient appris très tôt que l'itinéraire le plus rapide était aussi celui avec le plus de collisions.
Mais j'en avais assez d'attendre qu'il s'insère. 3 semaines après Pâques, mon téléphone a sonné au travail. J'étais entre 2 patients, assise dans la salle de thérapie, en train de nettoyer des poignées en caoutchouc d'un kit d'exercice pour les mains. Le numéro était local. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Madame Atwood, c'est Kelly de Genevia Lab. Je vous appelle pour confirmer que nous avons reçu un échantillon pour analyse au nom de votre fille, Lily Atwood, âgée de 3 ans. J'ai posé la poignée. Je n'ai pas soumis d'échantillon. La soumission a été faite sous le nom de Patricia Atwood. Elle s'est identifiée comme la grand-mère de l'enfant. Cependant, notre politique exige le consentement parental pour les tests sur mineurs. Je lui ai demandé de répéter cela. Elle l'a fait. Nous avons mis le test en attente en attendant votre autorisation. Souhaitez-vous procéder ou annuler? Annuler. Mes mains tremblaient quand j'ai raccroché, mais ma voix n'avait pas flanché. Elle ne flanche jamais quand c'est important. Quelque chose que j'ai appris de ma mère, qui a annoncé de mauvaises nouvelles aux parents sur la santé de leurs enfants pendant 28 ans et n'a jamais, pas une seule fois, élevé la voix. Je suis restée assise dans la salle de thérapie pendant 4 minutes. J'ai regardé le tableau mural des muscles de la main, fléchisseur des doigts, abducteur du pouce, opposant. J'ai laissé le latin m'ancrer. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille. Permettez-moi de faire une pause ici, car ce que j'ai fait dans les 14 jours entre cet appel téléphonique et ce dîner du dimanche est la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui. Si cette histoire résonne en vous, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Je vous promets que ça vaut la peine de rester. J'ai appelé une avocate ce même après-midi. Elle s'appelait Rachel et elle m'a dit quelque chose qui a changé ma façon de tout comprendre. Rachel Nagan pratiquait le droit de la famille dans un petit cabinet à New Haven. Elle avait 14 ans d'expérience et la réputation d'être directe. Je lui ai tout raconté, les commentaires, le gobelet, l'appel de Genevia Lab. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui, dans mon domaine, est la marque de quelqu'un qui prête vraiment attention. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière. Selon la loi du Connecticut, un grand-parent ne peut pas autoriser de test génétique sur un enfant mineur sans le consentement exprès d'un parent ou d'un tuteur légal. Point final. Donc, ce qu'elle a fait est illégal. C'est une violation des droits à la vie privée de votre fille et potentiellement attaquable en justice civile. Cela peut aussi violer les conditions de service de la société de test, ce qui pourrait également les exposer. Elle a fait une pause. A-t-elle falsifié votre consentement sur le formulaire de soumission? Je ne sais pas, nous allons le découvrir. Rachel a pris une note. En attendant, ne la confrontez pas. Ne le dites pas encore à votre mari. Je l'ai regardé. Pourquoi pas? Parce que si vous le dites à Marc, il appellera sa mère. Elle pleurera, s'excusera, et lui demandera de garder ça en famille. Le schéma se répétera. Si vous voulez que ça s'arrête, vraiment s'arrête, vous devez la laisser jouer sa carte. J'ai payé les frais de consultation, 350 €. C'est le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. En sortant du bureau de Rachel, j'ai rappelé Genevia Lab. Je leur ai demandé de confirmer que l'échantillon avait été annulé et de signaler toute soumission future impliquant Lily Atwood sans mon autorisation écrite. Puis je suis allé chercher Lily à la garderie. Elle a couru vers moi à la porte, les bras en l'air, des boucles rousses partout. Je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pensé, personne ne nous prendra rien. Ce soir-là, après que Lily se soit couchée, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai cherché les lois sur le consentement au test ADN. Enfant mineur Connecticut. Les résultats ont confirmé ce que Rachel m'avait dit. Le consentement parental était requis. Un grand-parent n'avait aucune légitimité légale pour autoriser des tests génétiques sur un petit enfant. J'ai cherché des kits de tests ADN à domicile. Pas de consentement parental. C'est là que ça se compliquait. Les laboratoires cliniques comme Genevia avaient des protocoles de consentement stricts. C'est pourquoi ils m'avaient appelé. Mais les plateformes grand public, celles qui font de la publicité pour l'ascendance et les liens familiaux, avaient des cases à cocher de consentement plus faciles à cliquer. Je suis le parent ou le tuteur légal. Soumettre. Terminé. Patricia avait utilisé Genevia pour ce que je supposais être un test de paternité, mais avait-elle aussi utilisé une plateforme grand public? J'ai ouvert la page Facebook de Patricia. Elle postait rarement,
mais Courtney la taguait dans des publications. Dîner de famille, photo de Lily. J'ai remonté le fil. En février, Courtney avait partagé un article intitulé « Ce que votre ADN dit de votre famille, les liens surprenants que révèlent les tests à domicile ». Patricia avait commenté « Très intéressant ». J'ai fait une capture d'écran, l'ai enregistré dans un dossier sur mon bureau intitulé « Documentation, habitudes professionnelles ». Puis j'ai ouvert mon carnet de chevet, celui où j'avais noté les commentaires de Patricia sur les cheveux de Lily. 14 entrées en 6 mois. J'en ai ajouté une 15e. 14 avril. Geneviève Lab confirme l'échantillon soumis sous le nom de Patricia Atwood sans consentement parental. J'ai fermé le carnet. J'ai regardé la porte de la chambre. Marc dormait déjà. Je voulais le réveiller. Je voulais tout lui montrer. Mais les mots de Rachel continuaient de tourner. Laissez-la jouer sa carte. Alors j'ai éteint la lampe et j'ai attendu. Le plus difficile n'était pas d'attendre. C'était de porter cette connaissance seule. Pendant les 3 jours suivants, j'ai mené ma vie comme si rien n'avait changé. Je suis allé au travail. J'ai traité des patients. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai donné son bain à Lily et je lui ai lu le même livre sur la chenille qu'elle demandait chaque soir depuis 2 mois. Marc n'a rien remarqué, et je ne lui en veux pas pour ça. Il gérait 3 chantiers de construction ce mois-là. Il rentrait fatigué. Il embrassait Lily sur le front. Il m'embrassait sur la bouche. Il s'endormait vers 21h30. Une nuit, Lily s'est glissée entre nous. Elle fait ça. 2 heures du matin, pieds nus trottinant dans le couloir, grimpant dans le lit comme une petite négociatrice à un sommet. Elle s'est blottie contre Marc, ses boucles rousses étalées sur l'oreiller. Je les ai observées à la lueur de la veilleuse. Mon mari et ma fille. Sa mâchoire, ses boucles, sa respiration régulière, son petit poing agrippant sa chemise. J'ai pensé à ma mère. Elle avait élevé 3 enfants avec un salaire d'infirmière après que mon père soit parti. Pas d'argent de famille, pas de plan B. Elle l'a fait en documentant tout. Demande d'assurance, formulaire scolaire, budget griffonné au dos des enveloppes. Elle m'a appris que l'information n'est pas le pouvoir. Savoir quand l'utiliser, voilà le pouvoir. Au travail, j'ai aidé une fillette de 6 ans à s'entraîner à saisir une cuillère. Elle l'a laissée tomber 11 fois. À la 12e, elle l'a tenue assez longtemps pour la porter à sa bouche. Elle m'a regardé et a souri. Bien, ai-je dit, encore. Certaines choses ne peuvent pas être précipitées. On prépare. On positionne. On attend le moment où la prise tient. Je n'étais pas encore prête, mais j'y arrivais. Le 5e jour, j'ai eu de la chance. Je suis allé chez Patricia pour récupérer une paire de chaussures de Lily qu'elle y avait laissées le week-end précédent. Patricia n'était pas là. Rendez-vous chez le coiffeur, a dit Courtney en ouvrant la porte. Courtney était dans le salon, le téléphone posé contre une pile de livres, en FaceTime avec quelqu'un. Je suis passé devant elle en direction de l'entrée de service où se trouvaient les chaussures de Lily. La maison était silencieuse, à l'exception de la voix de Courtney, qui portait comme toujours, plus fort que nécessaire, comme si le monde avait besoin d'entendre sa participation. Maman a les résultats. Elle va le faire au dîner de dimanche, devant tout le monde. Je me suis arrêté. Ma main était sur la chaussure gauche de Lily. Elle prépare ça depuis des semaines. Elle dit qu'une fois que Marc verra la preuve, il ne pourra plus l'ignorer. La voix à l'autre bout du fil a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Courtney a ri. Je sais, n'est-ce pas? Ça va être de la folie. J'ai ramassé les chaussures, j'ai retraversé le salon. Courtney m'a vu, a raccroché rapidement. Oh, salut. Je discutais juste avec une amie. J'ai souri. Pas de souci. Je venais juste chercher les chaussures de Lily. Cool. Dis bonjour à Marc de ma part. Je le ferai. Je suis allé à ma voiture, je me suis assise au volant, j'ai posé les chaussures sur le siège passager, j'ai placé mes 2 mains sur le volant, et j'ai appuyé jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Maintenant, je savais 3 choses. Quand, dimanche. Où, à la table du dîner. Qui regarderait, tout le monde. Patricia avait monté une scène. Elle avait choisi le public. Elle avait répété les répliques. Et elle croyait, pleinement, absolument,
que les résultats diraient ce qu'elle voulait qu'ils disent. J'ai démarré la voiture. Je n'allais pas l'arrêter. J'allais la laisser allumer l'allumette. Le feu trouverait son propre chemin pour revenir. Le 7e jour, j'ai trouvé James. Pas intentionnellement, pas au début. J'essayais de comprendre comment la soumission d'ADN de Patricia fonctionnait sur la plateforme grand public, celle qu'elle avait utilisée en parallèle du laboratoire clinique. J'ai créé mon propre compte sur le même service, j'ai soumis mon propre échantillon, et j'ai passé une soirée à lire sur le fonctionnement des algorithmes de correspondance familiale. Voici ce que j'ai appris. Lorsque vous soumettez de l'ADN à l'une de ces plateformes, le système ne teste pas seulement la paternité. Il scannait toute la base de données à la recherche de parents génétiques, frères et sœurs, cousins au second degré. Toute personne partageant suffisamment de marqueurs avec votre échantillon est signalée comme un parent potentiel. Patricia avait soumis l'ADN de Lily. Cela signifiait que le profil de Lily était désormais croisé avec tous les autres profils du système. Je me suis connecté au compte que Patricia avait créé. Elle avait utilisé une adresse email que j'avais trouvée grâce à une astuce de réinitialisation de mot de passe que Courtney avait mentionné une fois en passant. Le mot de passe était l'anniversaire de Lily. Bien sûr que c'était ça. Et là, sous « parent potentiel », sur le profil de Lily, il y avait un nom que je n'avais jamais vu. James Monsieur âge, 36 ans, Portland, Oregon. Estimation de la relation, demi-oncle ou équivalent. J'ai fixé l'écran. Demi-oncle signifiait une chose. James partageait un parent biologique soit avec Mark, soit avec moi. Comme je n'étais pas biologiquement connecté au test de la plateforme, seule Lily l'était, la correspondance devait être du côté de Mark, ce qui signifiait que soit Warren avait un fils secret, soit Patricia en avait un. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistré dans le dossier de documentation, je l'ai envoyé par email à Rachel. Le lendemain matin, Rachel a appelé. Si cette correspondance est exacte, cela signifie que quelqu'un dans la lignée Atwood a un lien biologique avec cet homme qu'ils n'ont pas divulgué. Ou que Patricia a un lien biologique, ai-je dit. C'est elle qui a soumis le test. Rachel est restée silencieuse un moment. Alors nous devons découvrir qui est James Michael Callahan, né en juin 1990, à Portland, Oregon, adopté à la naissance par une agence privée à Hartford, Connecticut. Il m'a fallu 2 soirées pour trouver cela. La plateforme ADN avait des informations publiques limitées, mais James avait opté pour la fonction « ouvert au contact ». Son profil disait « adopté, à la recherche de ma famille biologique, ouvert à la conversation ». Je ne l'ai pas contacté. Ce n'était pas mon droit. Mais j'ai fait le calcul. Née en 1990. Patricia avait 25 ans. Elle et Warren se sont mariés en 1992, quand elle avait 27 ans. Mark est né en 1992 également. Patricia avait eu un enfant 2 ans avant d'épouser Warren. Elle avait abandonné cet enfant à l'adoption, et elle ne l'avait jamais dit à personne, sauf peut-être à la seule personne qui était assise à chaque dîner de famille, m'observant avec des yeux attentifs, tante Margot. Parce que lorsque j'ai examiné plus attentivement le rapport de correspondance ADN de James, j'ai remarqué quelque chose. La plateforme listait les correspondances partagées. D'autres profils auxquels James et Lily étaient tous deux connectés. L'un d'eux était tagué « Margaret R. tante ou demi-tante possible ». Le deuxième prénom de Margot était Ruth. Margaret Ruth. Margot savait. Elle savait depuis 36 ans. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pensé à Patricia. Pas avec colère. Pas encore. J'ai pensé à une jeune femme de 25 ans, célibataire, probablement effrayée, prenant une décision qui la suivrait pour le reste de sa vie. Je comprenais ce genre de peur. J'avais grandi en voyant ma mère faire des choix impossibles. Mais comprendre un choix et pardonner le mensonge qui s'ensuit ne sont pas la même chose. Patricia n'avait pas seulement abandonné un enfant. Elle avait enterré la vérité si profondément qu'elle s'était convaincue que la seule menace pour la lignée de sa famille, c'était moi. Elle avait peur d'être découverte, et elle a transformé cette peur en une arme dirigée contre ma fille. Jeudi, Patricia a appelé. Grand dîner de famille ce dimanche. Je veux que tout le monde soit là. J'ai dit à Warren d'inviter Denny. Sa voix était enjouée. Trop enjouée. Le genre d'enjouement qui vient de la répétition. Nous serons là, ai-je dit. Vendredi. J'ai imprimé les captures d'écran.
J'ai organisé mon dossier de documentation. Date, événement, preuve, confirmation du laboratoire, enregistrement de connexion à la plateforme, le rapport de correspondance familiale pour James. Monsieur, j'ai tout sauvegardé sur mon cloud et j'ai envoyé des copies à Rachel. Rachel, si elle le fait, si elle présente le test publiquement, cela renforce votre position dans toute action civile. Vous aurez des témoins. Je sais. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Vous pourriez la confronter en privé. Mettre fin à tout ça avant dimanche. J'en suis sûr. Samedi soir, j'ai donné son bain à Lily. Elle était assise dans la baignoire, éclaboussant, ses boucles rousses mouillées et sombres contre son cou. Je lui ai lavé les cheveux doucement, en faisant mousser le shampoing à travers les nœuds. Maman, pourquoi Mamie Pat touche toujours mes cheveux? J'ai fait une pause, ma fille de 3 ans le remarquait déjà. Parce que tes cheveux sont magnifiques, ma chérie. Ce sont des cheveux magiques? J'ai souri. Les plus magiques. Je l'ai séché, je l'ai mise en pyjama, je lui ai lu le livre de la chenille. Elle s'est endormie en me tenant le pouce. Marc est monté. Maman a l'air vraiment excitée pour dimanche. Je me demande ce qui se passe. Je l'ai regardé. Mon mari, visage gentil, yeux fatigués, un homme bon qui avait passé toute sa vie à croire que sa mère était celle qu'elle prétendait être. J'imagine qu'on le découvrira, ai-je dit. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là sans dormir. J'ai fixé le plafond et j'ai passé en revue tous les scénarios. Dans chaque version, la vérité éclatait. La seule variable était ce que cela coûterait. Dimanche matin, je me suis habillé avec soin. Pull ivoire, doux, pas agressif, jean foncé, le petit collier en or que Marc m'avait offert pour notre premier anniversaire. Pas de peinture de guerre, pas d'armure, juste moi. Lily portait une robe bleue avec des fleurs blanches. Elle a tourné 2 fois devant le miroir du couloir avant que je ne la rattrape. Marc a chargé la voiture. 40 minutes vers le nord. Rock classique à la radio. Lily s'est endormie avant que nous n'arrivions sur l'autoroute. J'ai regardé les mains de Marc sur le volant. Des mains fortes, des mains capables. Il construisait des choses pour vivre. Des maisons, des structures, des choses conçues pour supporter du poids. Et j'ai pensé, aujourd'hui, ses mains allaient soit tenir la mienne, soit la lâcher. Nous sommes arrivés dans l'allée de Patricia à 16h15. 3 voitures déjà là. Le camion de Warren, la berline de Courtney, une Buick argentée que j'ai reconnue comme étant celle de Margot. Maison pleine. Patricia nous a accueillis à la porte. Elle a serré Marc dans ses bras, longuement, fermement, le genre d'étreinte que les mères donnent quand elles sont sur le point de faire quelque chose qu'elles croient juste. Elle m'a fait un signe de tête, bref, efficace. Monte Lily à l'étage, a-t-elle dit. Elle peut faire la sieste dans la chambre d'amis. J'ai porté Lily à l'étage, je l'ai allongée sur le lit, j'ai tiré une couverture sur ses jambes, ses boucles rousses étalées sur l'oreiller blanc. En bas, la famille était rassemblée, Warren dans son fauteuil habituel près de la fenêtre. Denny à côté de lui, Courtney sur le canapé, téléphone à la main, jambes agitées. Ellie, la cousine de Courtney, mettait les serviettes. Margot se tenait près du vaisselier, les bras croisés, la bouche serrée. Et sur la table du couloir, juste là où je l'avais vue il y a 2 semaines, l'enveloppe Kraft, épaisse, scellée, en attente. Patricia m'a surprise en train de la regarder. Elle a souri, le sourire de la boucle d'oreille en perles. Le dîner d'abord, a-t-elle dit. Le rôti de bœuf était bon. Je dois le reconnaître à Patricia. Elle avait toujours été une excellente cuisinière, une des rares choses chez elle qui n'était pas une performance. Warren a raconté une histoire de partie de pêche. Denny a ri. Ellie a complimenté la sauce. Des sons normaux, un dîner normal, mais j'observais les courants sous la surface. Courtney vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. Pas pour envoyer des textos, juste pour vérifier l'heure. Elle suivait un timing. Margot tenait sa fourchette comme certaines personnes tiennent la rampe d'un pont. Prise serrée, yeux droits devant. Elle n'a presque rien mangé. Patricia était assise en bout de table. Elle souriait à tout le monde. Elle a demandé des nouvelles du nouveau camion de Denny. Elle a rempli le verre d'eau de Warren. Elle jouait le calme comme une actrice joue le deuil. Techniquement parfait, émotionnellement creux.
Après 20 minutes, les conversations de surface s'étaient taries. Warren était au milieu d'une phrase sur un carburateur, quand Patricia s'est levée. Elle a lissé son chemisier, a glissé une mèche de cheveux teints en brun derrière son oreille, s'est raclé la gorge. Avant le dessert, a-t-elle dit, il y a quelque chose que je veux partager avec la famille. La table s'est tue. Warren a arrêté de parler. Denny a posé sa fourchette. Ellie a regardé Courtney. Courtney a regardé son assiette. Margot a fermé les yeux, juste une seconde. Juste assez longtemps pour que je le remarque. Patricia est allée dans le couloir, et revenue avec l'enveloppe Kraft. Elle la tenait comme un procureur tient une pièce à conviction, au niveau de la poitrine, l'étiquette tournée vers l'extérieur. Ce qui s'est passé dans les 3 minutes suivantes a tout changé, pas seulement pour moi, mais pour chaque personne à cette table. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Restez avec moi. Patricia a posé l'enveloppe sur la table, l'a fait glisser vers Marc. Ouvre-la. Marc a regardé l'enveloppe, puis sa mère. Qu'est-ce que c'est? Patricia a posé ses mains à plat sur la table. Elle avait répété cela. Je pouvais le dire parce que sa respiration était mesurée. La même cadence qu'elle utilisait probablement pour annoncer des nouvelles disciplinaires à l'école primaire où elle avait passé 30 ans en tant qu'administratrice. C'est un test ADN, a-t-elle dit. Pour Lily. La pièce s'est contractée. Je pouvais le sentir. Les murs se resserrant, l'air se raréfiant. Warren. Patricia, qu'est-ce que tu as fichu? Patricia ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Sans vouloir t'offenser, ma chère. Mais cette famille mérite la vérité. Maman. La voix de Marc était basse. Quelle vérité? J'ai fait tester Lily en privé parce que j'aime cette famille. Parce que cet enfant, elle a pointé vers le plafond, vers la chambre où notre fille dormait, ne ressemble pas à un Atwood. Courtney s'est penchée en avant. Margot fixait son assiette. La voix de Patricia a monté d'un demi-ton. Elle arrivait à la partie qu'elle avait le plus répétée. Je l'ai déjà dit. Je le répète. Les cheveux roux ne sont pas dans la famille Atwood. Et je pense que Marc a le droit de savoir si cet enfant est vraiment le sien. La phrase a atterri sur la table comme une brique à travers une vitre. Denny a regardé ses mains. La bouche d'Ellie s'est ouverte, puis s'est refermée. Warren a agrippé la coudoir de sa chaise. Marc fixait l'enveloppe. Ses mains étaient stables, mais sa mâchoire travaillait comme elle le fait quand il hésite entre le silence et quelque chose d'irréversible. Ouvre-la, a répété Patricia. Elle souriait. Elle croyait, vraiment, profondément, que le contenu de cette enveloppe lui donnerait raison. Elle avait tort. Marc a pris l'enveloppe, a rompu le seau, a sorti une pile de pages. 5 ou 6 feuilles imprimées sur du papier à en-tête de laboratoire. Il a lu la première page en silence. 15 secondes se sont écoulées. Peut-être 20. Assez longtemps pour que Patricia déplace son poids d'un pied à l'autre. Assez longtemps pour que Courtney arrête de respirer. Marc a levé les yeux. Il a regardé Patricia. C'est la mienne. Patricia a cligné des yeux. Quoi? Probabilité de paternité 99,9 1998%. Il a brandi la page. Lily est ma fille. Le sourire sur le visage de Patricia n'est pas tombé. Il s'est fracturé, comme la glace sur un pare-brise. Toujours en place, mais ne tenant plus. Ça ne peut pas être juste. Laisse-moi voir. Elle a tendu la main vers les papiers. Marc les a retirés. Non. Tu en as assez fait. Courtney. Peut-être que le laboratoire a fait une erreur. Marc s'est tourné vers elle. Tais-toi, cours. Courtney a reculé comme si elle avait été giflée. En 34 ans, Marc ne lui avait jamais parlé comme ça. La pièce a compris. Quelque chose avait changé en lui. Une porte qui avait été entr'ouverte toute sa vie venait de se fermer. La main de Patricia est allée à sa boucle d'oreille en perles, tournant le geste que j'avais vu à notre premier dîner ensemble, à Thanksgiving, à Pâques, à chaque moment où la certitude de Patricia rencontrait une résistance, et où elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit. Sa voix était plus faible maintenant. Les cheveux, la couleur, ça n'a pas de sens.
Mark a posé les papiers. Il m'a regardé pour la première fois depuis que Patricia s'était levée. J'étais assise à l'autre bout de la table, toujours silencieuse, les mains jointes sur mes genoux, observant, et maintenant c'était à mon tour de parler. Les résultats sont corrects, Patricia. Ma voix était égale, la même voix que j'utilise quand un parent me demande si son enfant marchera un jour normalement, calme, clair, et portant plus de poids que de volume. Je le sais parce que j'ai appelé le laboratoire il y a 2 semaines quand ils m'ont contacté pour vérifier le consentement parental. Un consentement que vous n'avez jamais obtenu. La pièce a changé. Pas un son, une vibration. Le genre que vous sentez dans le sol avant l'arrivée d'un train. Warren s'est penché en avant. Tu as testé notre petite fille sans leur permission. Le menton de Patricia s'est levé. Je protégeais cette famille. Selon la loi de l'État du Connecticut, ai-je dit, un grand-parent ne peut pas autoriser le test génétique d'un mineur sans le consentement parental écrit. Votre avocat pourra vous expliquer les détails si vous le souhaitez. Le mien l'a déjà fait. J'ai dit cela de la même manière que je documente les notes de progrès d'un patient. Factuel, chronologique, sans adjectif. Le visage de Patricia est passé par 3 couleurs en autant de secondes, du rose au rouge au blanc. Sa main a quitté sa boucle d'oreille. Mais le laboratoire n'aurait pas dû, le laboratoire a suivi le protocole. Pas vous. Silence. Courtney a pincé les lèvres. Denny a regardé Warren. Warren a regardé Patricia avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, pas de la déception. Quelque chose de pire. Le regard de quelqu'un qui réalise qu'il ne connaît pas la personne assise en face de lui. J'ai laissé le silence s'installer. 1 seconde. 2. 3. Puis j'ai dit, mais ce n'est pas la chose la plus intéressante dans ces résultats. Toutes les têtes se sont tournées. Mark m'a regardé. Que veux-tu dire? Continue de lire, ai-je dit. Page 4. Il a tourné la page de confirmation de paternité, la page de méthodologie, la page de divulgation du consentement, et il est arrivé au rapport de correspondance familiale. Mark a lu à voix haute, lentement. De la façon dont on lit quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Correspondance familiale potentielle, James Monsieur âge, 36 ans, Portland, Oregon. Estimation de la relation, demi-oncle de Lily Atwood. Il s'est arrêté, a regardé la page à nouveau, m'a regardé, a regardé Patricia. Demi-oncle. Il l'a dit comme s'il traduisait d'une autre langue. Ça voudrait dire qu'il est soit mon demi-frère, soit le demi-frère de Daniel. Ce n'est pas le mien, ai-je dit. Mark s'est tourné vers Patricia. Maman, qui est James? La bouche de Patricia s'est ouverte. Rien n'est sorti. Ses mains agrippaient le bord de la table. Sa boucle d'oreille en perles, celle qu'elle avait touchée toute la soirée, pendait immobile. Même le geste nerveux l'avait abandonné. Je ne sais pas ce que, la fourchette de tante Margot a heurté l'assiette. Elle s'est levée. Triche, non. 2 mots, et la pièce a tout compris. Denny. Margot, assieds-toi. Warren s'est levé lentement, sa chaise a grincé sur le parquet. Un son qui a tranché le silence comme une lame traînée sur la pierre. Triche, répond à la question. Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes, elle a regardé Margot. Margot a secoué la tête. Un petit, non, désespéré. C'était avant toi, a dit Patricia. Sa voix s'est brisée. Pas la brisure étudiée d'une femme jouant la vulnérabilité. Une vraie brisure. Le genre qui vient d'un mur supportant un poids pendant 36 ans et qui finit par céder. Avant ton père, j'avais 25 ans. Je n'étais pas prête. Tu as eu un enfant. La voix de Mark était plate. J'étais jeune. J'avais si peur. Tu as eu un enfant et tu ne me l'as jamais dit. Il était maintenant debout, lui aussi. Tu ne l'as jamais dit à papa. La main de Warren a trouvé le dossier de sa chaise. Il le tenait comme on tient quelque chose quand le sol n'est plus stable. 36 ans. La voix de Warren était calme. Les mains d'électricien à plat sur la table. Nous sommes mariés depuis 34 ans. Patricia. Warren, s'il te plaît. C'était avant nous. J'avais tellement honte. Tu l'as dit à Margot. Il a regardé Margot, qui était toujours debout, une main sur le vaisselier.
Mais pas à moi. Margot. Warren. Elle avait peur. Avais-tu peur pendant 36 ans, Trish? La question a atterri et est restée. Personne n'a bougé. Patricia a pleuré. De vraies larmes cette fois. Pas le genre performatif qu'elle déployait quand Mark oubliait d'appeler le dimanche ou quand Courtney annulait ses plans. C'étaient les larmes d'une femme regardant une fondation qu'elle avait construite avec le silence s'effondrer sous le poids de son propre stratagème. Pendant un instant, un petit instant étrange, je l'ai vu. Pas la Patricia qui avait passé 7 ans à remettre en question l'ADN de ma fille, mais la jeune fille de 25 ans qui s'était assise dans un hôpital de Hartford, avait signé des papiers, et s'était éloignée d'un bébé qu'elle n'avait pas le droit de garder. Je comprenais cette fille. Mon cœur souffrait pour elle. Puis Patricia a essuyé ses yeux, a redressé le dos, et a dit, c'est la faute de Daniel. Elle a sorti ça pour m'humilier. L'instant de sympathie s'est évaporé comme de la buée sur une vitre. Disparu. Mark a fait un pas en avant. Maman, Daniel n'a rien sorti du tout. C'est toi qui as commandé le test ADN. C'est toi qui as planifié ce dîner. C'est toi qui as fait glisser cette enveloppe sur la table. Il a ramassé les pages, les a tendues vers elle. Je pense que tu dois voir ça. Il l'a dit lentement. Les mêmes mots qu'elle avait utilisés 20 minutes plus tôt. N'est-ce pas ce que tu as dit? Eh bien, nous l'avons vu. Patricia s'est assise, pas sur sa chaise. Elle l'a légèrement manqué et a attrapé le bord. Margot a tendu la main vers elle. Patricia a repoussé sa main. Courtney pleurait. Le mascara coulait sur ses deux joues. Elle ressemblait moins à une influenceuse de 29 ans qu'à une enfant qui venait de découvrir que les règles de son monde n'étaient pas ce qu'elle pensait. Je ne savais pas pour James, a-t-elle dit. Maman, tu m'as dit que Lily n'était pas de Mark. Tu as dit que tu avais des preuves. Patricia, ce n'est pas elle les cheveux roux, Mark l'a interrompu. Maman, c'est moi qui ai le gène récessif. Il a sorti son téléphone, a fait défiler ses photos, a trouvé ce qu'il cherchait, et l'a montré à la table. Une vieille photographie, prise au début des années 1980, à en juger par les vêtements. Une jeune femme debout dans un jardin, plissant les yeux au soleil. Elle avait les cheveux roux. J'ai trouvé ça dans le grenier l'année dernière, a dit Mark, dans une boîte de vieilles photos que tu m'avais dit être à tante Margot. C'est toi, maman. Âgée de 19 ou 20 ans. Denis s'est penché. Patricia, c'est toi? Tes cheveux étaient roux. La main de Patricia, celle qui trouvait toujours sa boucle d'oreille en perles, pendait à son côté. Elle l'a levée lentement, a détaché la boucle d'oreille, l'a posée sur la table. Le petit clou en or a cliqueté contre le bois. J'ai commencé à l'éteindre à 19 ans, a-t-elle dit. J'ai toujours détesté ça. Les cheveux roux qui n'étaient pas dans la famille Atwood coulaient dans les veines de Patricia depuis sa naissance. Elle les avait enterrés sous 40 ans de rendez-vous chez le coiffeur et d'entretien minutieux. Et puis, quand sa petite fille est née avec le même trait, elle n'a pas vu un héritage. Elle a vu une exposition. Courtney m'a regardé. Je suis tellement désolé, Daniel. Je sais que non, Courtney. Il n'y avait rien d'autre à dire à cette table. Warren a pris sa veste du dossier de sa chaise. Il l'a mise lentement, comme il faisait tout. Délibéré, mesuré. Je vais faire un tour en voiture, a-t-il dit. Il n'a pas regardé Patricia. Mark, nous partons aussi. Il s'est tourné vers moi. Va chercher Lily. Je suis monté. Lily dormait encore. Des boucles rousses étalées sur l'oreiller blanc comme de petites rivières de cuivre. Je l'ai soulevée doucement. Elle a bougé, a pressé son visage contre mon cou, et s'est installée. Je l'ai descendue. La salle à manger se vidait. Denis avait son manteau. Ellie était à la porte d'entrée, clé à la main. Margot se tenait près du vaisselier, figée, les bras enroulés autour d'elle-même. À la porte d'entrée, Patricia s'est mise devant Mark. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux, ce brun soigneusement teint, semblaient soudain faux, comme un costume. Mark, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut parler. Mark s'est arrêté, l'a regardé. Tu ne voulais pas parler, maman. Tu voulais faire un spectacle. Margot a essayé. Tout le monde a juste besoin de se calmer.
Warren, déjà à son camion, a répondu sans se retourner. Margot, si tu dis un mot de plus, j'appelle mon avocat demain matin. La phrase a atterri sur le porche comme un coup de marteau. Margot est devenue silencieuse. Denny est passé devant elle sans un mot. Ellie a suivi, les yeux rivés au sol. J'ai porté Lily jusqu'à la voiture. Marc a ouvert la porte. Je l'ai attachée dans le siège auto. Elle a murmuré quelque chose à propos de son éléphant en peluche. Je le lui ai donné. Elle l'a attrapé à deux mains et s'est rendormie. La maison derrière nous, la maison de Patricia, la maison qu'elle avait dirigée pendant 30 ans, s'est vidée, une personne à la fois. Le dîner qu'elle avait prévu pour m'exposer avait vidé sa propre maison. Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes. Lily dormait à l'arrière. L'autoroute était déserte. Dimanche soir, la plupart des gens étaient déjà chez eux. Les lampadaires passaient au-dessus de nous à un rythme lent, projetant des bandes ambrées sur le tableau de bord. Marc a parlé le premier. Depuis combien de temps savais-tu pour le test? 2 semaines. Pour James, 8 jours. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'avais pratiqué cette réponse, non pas en mots, mais en logique. Je connaissais sa forme avant de connaître les phrases. Parce que j'avais besoin que tu le voies par toi-même. Si je te l'avais dit en privé, tu l'aurais appelé. Elle aurait pleuré, se serait excusée, et t'aurait demandé de garder ça en famille, et rien n'aurait changé. Il a serré le volant, a relâché. A serré à nouveau. Tu es en train de dire que je l'aurais laissé s'en tirer. Je dis que le schéma avait 34 ans. Je ne pouvais pas le briser avec une conversation. Tu avais besoin de la voir jouer son spectacle. Il est resté silencieux pendant 1 kilomètre. Puis, elle s'est teint les cheveux pendant 40 ans. Les cheveux roux étaient les siens depuis le début. Je sais. 1 autre kilomètre. J'ai un frère, un demi-frère à Portland, James. Il a dit le nom comme s'il le goûtait, testant son poids. Je l'ai regardé, son profil contre les lumières qui passaient, la mâchoire dont Lily avait hérité, les épaules qui portaient plus que des matériaux de construction. Il était en train de traiter, pas de se fermer, pas de dévier, de traiter. Il a tendu la main à travers la console centrale, a trouvé ma main, l'a tenue. Il ne l'a pas lâchée jusqu'à ce que nous arrivions dans notre allée. Il a coupé le moteur, s'est assis un instant, m'a regardé. Merci, a-t-il dit. De ne pas m'avoir protégé de ça. J'ai serré sa main. Ce n'est pas ce que font les partenaires. Lundi, Marc a appelé Patricia. J'ai besoin de temps. Ne contacte ni Daniel ni Lily. Patricia, pour combien de temps? Marc, jusqu'à ce que je sois prêt. Il a raccroché, s'est versé un café, est allé travailler. C'était Marc. Traité en agissant. Mardi. Warren a appelé. Il restait chez Denny. J'ai dit à ta mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, a-t-il dit. Sa voix était égale. Pas de tremblement, pas de brisure. La stabilité d'un électricien. 34 ans de mariage. C'est beaucoup de fils à retracer. Mercredi. Courtney m'a envoyé 3 mots. Je suis désolé. Puis un message plus long. J'aurais dû questionner maman au lieu de la croire. J'ai eu tort et je sais qu'une excuse ne répare rien, mais je devais le dire. J'ai répondu, merci de l'avoir dit. Jeudi, Rachel a envoyé une lettre officielle à Patricia. Mise en demeure concernant tout test génétique non autorisé de Lily Atwood. Avis d'action civile potentielle en vertu des lois sur la vie privée du Connecticut. Patricia a appelé Marc, paniqué, Marc lui a dit de lire attentivement la lettre et d'appeler un avocat. Vendredi soir, Marc était assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Il avait été silencieux toute la semaine, pas renfermé, juste concentré, comme s'il construisait quelque chose dans sa tête. Je l'ai trouvé, a-t-il dit. James. C'est un professeur d'histoire au lycée. Il entraîne l'équipe de basket junior. Il a une fille de 4 ans. Il a tourné l'écran vers moi. Une photo sur le site web d'une école. James Callahan, cheveux noirs, même mâchoire que Marc, même légère courbe dans le nez. Il avait posté sur la plateforme ADN il y a 3 ans, à la recherche de sa mère biologique. Sur le bureau derrière nous, l'enveloppe Kraft était posée où je l'avais mise en rentrant dimanche soir.
Non scellé. Le document qui devait nous détruire était devenu le document qui reconstruisait la vérité. Marc a envoyé un email à James le samedi matin. Il l'a écrit et supprimé 4 fois. Je regardais depuis l'embrasure de la porte de la cuisine avec mon café, sans rien dire. Il avait besoin de trouver les mots lui-même. La version finale était courte. Je m'appelle Mark Atwood. Je crois que je suis votre demi-frère. Ma mère est née à Hartford, Connecticut en 1965. Si vous êtes ouvert à la discussion, j'aimerais beaucoup. James a répondu en 2 heures. Je la cherche depuis 7 ans. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles d'un frère. Ils ont programmé un appel vidéo pour ce soir-là. Marc a installé son ordinateur portable sur la table de la cuisine. J'ai emmené Lily dans le salon pour regarder son dessin animé de chenilles. À 19h15, j'ai entendu Marc dire « Salut, je suis Marc ». Et puis une voix que je ne reconnaissais pas, plus profonde que celle de Marc, plus posée. « Salut Marc, je suis James ». Je suis resté dans le salon, mais je pouvais les entendre. Et après 20 minutes, j'ai entendu Marc pleurer. Pas le genre silencieux, le genre qui vient du fond de la poitrine. D'un endroit que la plupart des hommes passent leur vie à prétendre qu'il n'existe pas. Je me suis tenu à l'embrasure de la porte de la cuisine. À l'écran, James pleurait aussi. Même mâchoire, mêmes yeux. 36 ans d'écart, et il ressemblait à 2 versions du même plan. James, est-ce qu'elle sait? Ma mère biologique. Marc a essuyé son visage. Elle sait. Ça ne s'est pas bien passé. Je ne veux pas causer de problème. Je voulais juste savoir d'où je venais. Marc, tu ne causes pas de problème, James. Tu n'es pas celui qui a menti. Lily a tiré sur ma main. Maman, pourquoi papa est triste? Je l'ai prise dans mes bras. Il n'est pas triste, ma chérie. Il rencontre quelqu'un de nouveau. 2 semaines plus tard, Patricia est venue à notre porte sans prévenir. Le vieux schéma, même entrée de côté, même supposition que sa présence était toujours la bienvenue, sauf que maintenant la porte de côté était verrouillée. J'avais changé le code. Elle a frappé. J'ai ouvert la porte d'entrée. Elle se tenait sur le seuil dans un cardigan gris, les yeux cernés de rouge, paraissant 10 ans de plus que la femme qui avait fait glisser une enveloppe sur une table avec la confiance de quelqu'un qui croyait sauver sa famille. J'ai besoin d'expliquer, a-t-elle dit. J'étais jeune. Mes parents m'ont forcé à l'abandonner. J'ai porté cette culpabilité pendant des décennies. Marc est apparu derrière moi. Alors tu aurais dû y faire face honnêtement. Au lieu de ça, tu l'as projeté sur ma femme et ma fille. J'essayais de protéger, tu ne protégeais personne, maman. Tu protégeais ton secret. Patricia m'a regardé. Daniel, s'il te plaît. Je demande une chance. Je l'ai considéré un long moment. Cette femme qui avait passé 7 ans à me mesurer, à cataloguer mes défauts, à saler le terrain entre moi et sa famille. Cette femme qui avait volé l'ADN de ma fille. Cette femme qui avait planifié une exécution publique à sa propre table de dîner et avait appelé ça de l'amour. Patricia, tu es la bienvenue pour avoir une relation avec Lily. Elle t'aime. Nous ne lui enlèverions pas ça. Une lueur d'espoir a brillé dans ses yeux. Mais ce sera selon nos termes, selon notre emploi du temps, et tu ne seras plus jamais seul avec elle. L'espoir a diminué, mais il ne s'est pas éteint. Elle a hoché la tête. Ce sont les termes, ai-je dit. Elle n'a pas discuté. Pour la première fois en 7 ans, peut-être pour la première fois de sa vie, Patricia Atwood n'a pas discuté. Elle a quitté le Porsche, s'est dirigée vers sa voiture, et est partie. Warren a appelé Marc un mardi, 3 semaines après le dîner. Je suis chez Denny depuis cette nuit-là, a-t-il dit. C'est la première fois de ma vie que je dors sous le toit d'un autre homme. Ça va, papa? Je vois un conseiller. Ne ris pas, je ne ris pas. Mon gars, docteur, femme, il dit que je dois comprendre avec quoi je peux vivre et avec quoi je ne peux pas. Warren a fait une pause. La ligne était silencieuse, à l'exception du bruit du vent. Il était probablement dehors, debout dans le jardin de Denny. Je peux vivre avec une erreur qu'elle a faite à 25 ans. Les gens font des erreurs. Dieu sait que j'en ai fait. Mais je ne peux pas vivre avec 36 ans de silence. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision prise chaque jour.
Mark n'a pas répondu. Parfois, le silence est la chose la plus gentille qu'un fils puisse offrir. Le samedi suivant, Warren est venu chez nous en voiture. Il a apporté un camion jouet qu'il avait fabriqué dans le garage de Denny, poncé à la main, peint en rouge avec des roues en bois qui tournaient vraiment. Pour ma petite fille, a-t-il dit à la porte. Lily l'a vu du couloir. Elle a couru. Papa Warren. Il l'a soulevée et elle a pressé son visage contre son col de flanelle, ses boucles rousses contre sa chemise à carreaux. Il l'a tenue longtemps. Puis il a regardé Mark. Elle ressemble à ta mère à cet âge, tu sais, avant que ta mère ne commence à se teindre les cheveux. Mark a hoché la tête. Je sais. Warren a reposé Lily. Elle a fait rouler le camion sur le porche en faisant des bruits de moteur. Il la regardait avec l'expression d'un homme qui venait de refaire tout le câblage de sa compréhension du passé, traçant chaque connexion jusqu'à sa source, trouvant des courts-circuits et des impasses, et décidant quel circuit valait encore la peine d'être conservé. 6 mois plus tard, Mark s'est envolé pour Portland et a rencontré James en personne. Ils sont restés assis dans un restaurant pendant 4 heures. 2 hommes avec la même mâchoire, le même nez légèrement tordu. 36 ans de distance entre eux. James a amené sa femme Amy et leur fille Sophie. Mark a apporté des photos de Lily. En août, James et sa famille ont visité le Connecticut. Sophie et Lily ont joué dans notre jardin pendant que Mark et James étaient assis sur le porche à boire du thé glacé et à regarder leur fille se courir après à travers l'arroseur. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine et je les regardais. 2 frères se retrouvant au milieu de leur vie. Patricia et Warren sont allés en thérapie de couple. Warren est rentré à la maison après 2 mois, mais il a posé des conditions. Honnêteté, divulgation complète. Plus de tiroirs verrouillés. Plus d'histoires enterrées. Patricia a accepté. Elle a arrêté de se teindre les cheveux. Il repoussait maintenant gris argenté, avec des traces de roues aux tempes. Le fantôme de la fille qu'elle avait essayé d'effacer. Courtney s'est excusée officiellement. Par écrit, elle a posté une lettre, manuscrite, de 3 pages, à la fois à moi et à Mark. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais produite. La relation se reconstruisait lentement, de la façon dont on reconstruit tout ce qui vaut la peine d'être gardé, une conversation honnête à la fois. Tante Margot n'a pas été invitée à Thanksgiving. Personne n'en a discuté. L'absence parlait assez clairement. Au travail, j'ai aidé une fillette de 5 ans à faire ses premiers pas avec de nouvelles orthèses pour les jambes. Elle a attrapé mes mains, a poussé, et s'est tenue debout pendant 3 secondes avant de se rasseoir. Sa mère a sangloté. J'ai écrit dans mes notes. Patiente debout sans soutien pendant 3 secondes. Progrès dans la plage attendu. Certaines choses prennent du temps, mais elles arrivent. L'enveloppe Kraft est dans un tiroir de mon bureau. Je ne l'ai jamais jetée. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'elle me rappelle que parfois, l'arme que quelqu'un construit pour vous détruire est la même arme qui vous libère. Voici ce que je sais maintenant. Les personnes qui s'efforcent le plus d'exposer vos secrets sont généralement celles qui ont les plus grands secrets. Et la vérité, la vraie vérité, n'a pas besoin d'une scène, d'un public, ou d'une enveloppe Kraft glissée sur une table de dîner. Elle a juste besoin de temps. C'est mon histoire. Un test ADN, une table de dîner, et un secret vieux de 36 ans. Si cela vous a rappelé de vous faire confiance quand tout le monde doute de vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.